Merci. Bon, à la suite de Déborah et d'Eddie hier, mon plus grand souhait est que le privilège qui m'a été accordé de présenter ici serve surtout à rendre hommage à la militante et poète, la grande dame qui vient de nous quitter. Les premiers textes d'Ewe Gorode répondent à un parti pris de l'indigénéité et le désir de tracer son histoire d'un point de vue kanak. Ils affirment un système cohérent de lois coutumières et de chemins d'alliance et une société où chacun a sa place. Des liens claniques où la collectivité prime, la présence des ancêtres et la vie proche de la terre, ventre de la mer. Une vision du monde que Dewe nous a déclaré, nous n'abandonnerons jamais. Si les textes d'Ewe sont lus surtout comme des tentatives de retrouver le chemin du pays, le long chemin de l'héritage, et de dire le vrai au pouvoir colonial français, le critique social va plus loin, s'en prenant à la corruption, l'élitisme, la misogynie, dans la coutume elle-même, et cherchant déjà, comme Grace Molissa, dont elle traduit les poèmes, à décoloniser la femme. L'indépendance elle-même est figurée comme un coin de jardin, la terre à travailler, comme la femme qui élève au quotidien ses enfants. Utemurunu, petite fleur de cocotier, la figure centrale de la nouvelle du même nom, est une kapu, une princesse de légende et femme résistante. Mais elle ne se voit pas comme autonome de son groupe ou ayant le droit de parler, en l'occurrence de son amour pour un jeune homme dont elle est enceinte, mais qui est promis à sa cousine. La parole qui appartient au groupe, qui appelle des choses à être, peut se révéler dangereuse dans une petite communauté insulaire. La parole publique, d'ailleurs, est réservée aux hommes. Utemurunu refuse toutefois le mariage qu'on lui propose, tout comme son aïeul, qui s'était enfui du mariage polygame avec un vieux et avait choisi de suivre son propre chemin. De même, sa grand-mère, butin de guerre d'une des tribus qui a combattu avec les Français lors de la révolte kanak de 1878, finit par noyer le mari imposé dans le trou aux requins. Les 5 générations d'Utemurunu, chacune à la fois grand-mère et petite-fille, qui se partagent un savoir des plantes, des contes et le savoir-faire des femmes, sont toutes résistantes, mais à leur façon, kanak. D'autres poèmes, pourtant, revendiquent le droit des femmes à la parole, raflés aux tabous ancestraux. Dewe a soutenu la fondation du groupe kanak des femmes exploitées en lutte, jusqu'à la disparition de cette organisation jugée trop militante par la majorité en 1886. L'activiste indépendantiste avait montré une certaine résistance à s'affilier au mouvement féministe occidental, répondant au positionnement de certains groupes de femmes kanak, aux îles Loyauté par exemple, qui refusaient un mouvement venant de l'extérieur et considéraient la violence contre les femmes comme des effets de colonisation. En 1999, elle avait assisté à The International Indigenous Women's Forum. Plus tard, ministre de la Condition féminine, elle a fini par s'associer aux mouvements féministes mondiaux. Le féminisme de Dewe, donc, lui est propre et évolue. Si ces textes suggèrent une probable oppression des femmes à l'intérieur de la tradition et dénoncent des inégalités qui sont toujours présentes dans une société coutumière devenue hybride,
les interdits sexuels, le mauvais traitement des femmes sans enfants, le manque de droits, les droits d'héritage des terres, par exemple. Les femmes kanaks dans ces textes ont des problèmes et des pouvoirs qui leur sont bien propres. On se le rappelle, il y a des féminismes, des contextes historiques et des positionnements politiques et ethniques différents qui les différencient. Le féminin, le féminisme peuvent émerger en différentes formes. Tando Tandowe écrit peut-être en partie pour répondre à la critique occasionnée par la publication de l'épave, célèbre les événements, racontant l'histoire de la presque guerre civile des années 80. Dewey y fait l'éloge du rôle traditionnel de soutien de la femme dans cette lutte pour l'indépendance, insistant sur ses devoirs de maternité, de soins aux enfants, du travail en commun, y compris la cuisine faite ensemble pour l'accueil des hôtes et des combattants. Ce roman matrifocal affirme la parentèle, le clan, le lien à la terre. Cependant, il y a des nouvelles plus difficiles à déchiffrer pour la lectrice occidentale. Dans Affaires classées, le thème de la revanche féminine, longtemps nourri, est développé dans un personnage qui se métamorphose à travers des générations. Prêtresse du feu, Maggie, Marguerite, Margaret doit calciner, apparition tantôt noire, tantôt blanche, prend une revanche atroce sur les hommes qui ne l'ont pas respectée ou qui l'ont trahi avec une autre, en les brûlant. Après chaque mort, Maggie reprend des biens, se reconstitue un héritage. Dans une brillante lecture d'Affaires classées, Munira Chatti fait ressortir la récurrence des thèmes de la rétribution par la magie et de la restitution de l'héritage kanak. Le personnage qui m'intéresse dans cette nouvelle pourtant est le vieux pêcheur d'anguilles, le grand-père qui a un grand savoir et qui forme avec la très jeune fille du feu un couple humain douloureux qui prend forme dans l'enchevêtrement végétal des racines du banyan ancestral. Cet ancêtre serait une figure protectrice. La prêtresse du feu, sacrée et interdite, qui est séduite par le capitaine de l'armée française, ce qui provoque un désastre naturel, et le vieux pêcheur, destitué de ses propres terres, seraient des victimes du système colonial. Une telle lecture semble une évidence pour moi, comme pour Munira, universitaire férue de théorie postcoloniale ou décoloniale. Mais à la suite de la publication de l'épave, à regarder de plus près, une deuxième lecture plus trouble semble s'imposer. L'ancêtre qui colle à la peau, Maggie, tout comme le pêcheur, laissant derrière eux un peu de sève après chaque apparition, l'ancêtre s'y révèle être aussi bien l'ogre qui mange les fillettes. Le grand-père ancêtre est cannibale. Affaires classées, comme Munira fit remarquer, pourrait aussi bien réfracter une histoire vécue. Une belle-sœur de Dewey, enceinte, et tellement frustrée de voir son mari constamment faire la fête, l'avait brûlé grièvement au visage. Et malgré le pardon de la famille, s'est trouvée en prison pour la naissance de son enfant. Dans le quotidien des femmes, rapporté dans les vignettes de vie autobiographiques dans Graines de pain colonnaire, il y a bien d'autres histoires d'infidélité, de jalousie et de revanche féminine, récurrentes à travers des générations, avec parfois recours au boucan pour en venir à des fins amoureuses. La figure de l'amant, le mari, l'ami, volage, difficile à retenir en place, rappelle la tragédie de Lida dans la nouvelle L'agenda de Lida. Avant de mourir en couche,
Elle raconte sa longue attente douloureuse du militant dont elle était tombée amoureuse et qui court le monde sans elle. Dans la lecture que fait Stéphanie Vigier de La saison des pommes Canac, l'histoire serait à nouveau une critique des effets de la colonisation et surtout de la culture minière. Stéphanie fait remarquer que c'est la belle-sœur qui vient des terres minières, toute écorchée comme elle, qui a recours au boucan pour attaquer la femme qu'elle considère comme sa rivale, se servant d'un charlatan pour la faire faussement accuser de sorcellerie. Cette autre belle-sœur, au mariage de laquelle le narrateur avait assisté enfant avec son grand-père, ne peut pas avoir d'enfant. Elle dépérit. Les fruits du pommier, plantés lors de cette cérémonie d'antan, pourrissent par terre. Dewey elle-même, cherchant à déjouer nos lectures postcoloniales toutes faites, se moquant doucement des logs, sociologues, anthropologues, m'a proposé une toute autre lecture. La cause du malheur, qui est arrivée bien des années plus tard, se trouverait dans une réception méprisante et guerrière par le grand-père du clan plus pauvre. Celui-ci est venu de loin tout en suivant les chemins traditionnels de l'alliance que la coutume prescrivait pour demander la jeune fille en mariage. Et ce n'étaient que les grands dons d'orateur du grand-père, du narrateur, qui ont réussi à faire sceller le contrat. Des lectures postcoloniales ne suffiraient donc pas pour tenir compte de la complexité de l'œuvre. On entre dans un monde qui vibre de présence, mais parfois métamorphosant ou inquiétante, et dans un temps en spirale. Le féminisme de Dewey n'exclut pas non plus une exploration intimiste des désirs féminins dérangeants, la jalousie qui possède, l'envoûtement sexuel et la déraison qui peut suivre la perte d'un objet de désir, cela parfois à travers des générations. Dans l'épave, une jeune fille chemine vers la découverte consciente d'un événement traumatique qui lui est arrivé enfant, vers un secret de famille et enfin vers une revanche. L'exploration des forces de possession sexuelle qui peuvent habiter le corps féminin a choqué, tout comme le troublant personnage principal. Le vieux Tom, l'ogre du rêve du jeune Tom, est à la fois le pêcheur protecteur dans la pirogue ancestrale et le requin prédateur. Il a de multiples visages, se métamorphose constamment. Des fois tu me vois, des fois tu ne me le vois pas, comme l'auteur d'ailleurs. Il devient et le guerrier cannibale dont lui a parlé son propre grand-père polygame pré-chrétien, et son neveu, l'orateur prestigieux de la tribu, l'oncle maternel à qui on ne peut rien refuser, ou même le lutin, volage ou trickster. Si des générations de femmes, Helena, Léna, Lila, Eva, en sont des victimes, c'est que ce personnage charismatique, viril, imprévisible et en dehors de la loi coutumière a réussi à attacher leur ventre très jeune par le viol incestueux ou interdit. La figure de l'ancêtre ogre est doublée par celle de l'épave, la pirogue ancestrale transformée en la pierre noire, où la très jeune Léna est violée par son oncle sous l'œil concupiscent du vieux Tom. Dans ce récit, dans d'autres récits multiples et disparates, des contes traditionnels, des contes de fées, de la poésie rap, qui foisonnent de dédoublements, de mise en abîme, le non-respect de la femme a néanmoins des séquelles, au moins pour l'histoire centrale de la jeune Léna. Reconnaissant enfin l'orateur comme son agresseur,
La jeune fille violée l'abandonne lorsqu'il chute dans le trou au requin. À nouveau, on voit une vengeance féminine qui punit les péchés des pères et aussi le dévoreur dévoré des contes Kanak. Ce qui a été réprimé par l'Église, ce qui est refoulé par le non-dit Kanak, enfui par les lois du silence qui protègent le groupe, se met à dérouler dans ce roman. L'épave est un parler inattendu, parfois cru, choquant pour certains sous le stylo d'une femme en politique, sur les pulsions sexuelles des femmes, le ravissement, le désir de se déposséder et le recours aux forces obscures de la magie à la marge des lois de la tribu. Mais aussi, paradoxalement, c'est un texte qui parle de la libération du corps de la femme, du droit à la jouissance, de la puissance de la sexualité féminine. Eva possède l'immense savoir des femmes et cherche à libérer Léna de son ensorcellement. Son jardin protecteur ouvre une voie de libération possible dans son paradis des femmes, entre la ville et la tribu. Une vie proche de la terre et qui célèbre le désir lesbien, le dernier des tabous dans le monde kanak. Mais Eva tombe enfin dans le filet d'un pasteur évangéliste, intégriste si vous voulez, qui lui prend son argent et elle finit dans un hôpital psychiatrique. L'amour est aussi une aliénation. C'est une femme, une tante, qui joue le rôle de l'ogresse entremetteuse, telle une Ghislaine Maxwell contemporaine, cherchant une petite à offrir à l'appétit du pêcheur orateur ogre et sacrifiant enfin sa propre petite fille. Helena a un tel besoin de son amant qu'elle le suivra par-dessus la falaise. L'épave est une dénonciation de l'inceste et des rapports interdits dans la coutume. Il est aussi un cri plus général contre le pouvoir du patriarcat sur les jeunes filles. Dewey nous a confié à demi-mot les réactions de certains qui accusaient son incursion dans le non-dit de son groupe. A-t-elle été troublée ensuite, lors de ses maladies, par la menace d'une certaine malveillance? L'auteur avait parlé ouvertement de son grand chagrin devant la mort subite en 1989 de son fils, âgé de 6 ans et demi. Le roman travaille le souvenir de cette perte inexplicable dans des rêves qui figurent le fils de Maria enlevé par le vieux pêcheur Tom, qui ricane, dans le fond ensanglanté de son canoë. Lila, Léna et Eva ont toutes perdu un enfant. Est-il possible que le sentiment de l'effraction d'un tabou, le poids obscur de la culpabilité, ait pesé sur le long deuil de cette mort? Le vieux Tom, lui, mange ses propres enfants. Cependant, dans les derniers volumes de poèmes de Dewey, À l'orée du sable et Se donner le pays, s'immergeant dans une nature dont elle fait partie intégrante, la poète se montre apaisée, réconciliée, s'adressant au lutin présent autour d'elle, son fils mort, qui lui parle. Quelles sont ses relations avec ses ancêtres masculins? On se souvient de son rappel du fratricide et de l'inceste qui marque le mythe fondateur de Te Ankanake. Sa critique du Boenandeo de Jean-Marie Chibao, fête cannibale des premières ignames kanak, centrée sur l'ancêtre masculin. Chibao y construit le mythe de la nation kanak comme une société unie et virile que Dewey met en question dans sa propre pièce de théâtre.
Dewey a travaillé pendant plusieurs années avec Bernard Gasser sur la publication des écrits de son père. Waya y fait l'éloge de la vie du corps, de ses aïeux nus, grands et beaux dans leur sauvagerie, comme leurs dieux de la nature, et critique le puritanisme des missionnaires qui ignorent ce qui se passe dans la brousse et sur la plage, bien avant sa fille. Mais elle ne partage pas du tout, elle ne partage sûrement pas la même vision que son père. Cependant, une des images fortes de Tondo Tondoway est celle des feux rouges clignotants de son vélo que l'enfant, nostalgique, regarde disparaître dans la distance lorsque son père part de la tribu à l'aube pour rejoindre son travail comme métayer au Perlu, dans la Chaîne. L'épave se prêterait donc, et j'arrive à ma conclusion, se prêterait donc à plusieurs lectures. Roman à détour, mais indirectement autobiographique, exorcisme de la faute et de la perte, des tabous ancestraux et leur effraction, que Dewey dénoncerait, tout en essayant de protéger les siens, s'esquivant dans des pirouettes comme son personnage. Il est aussi un roman politique, reflétant la déstructuration coloniale et contemporaine de la société kanak. La fête à Nouméa qui ouvre le roman est figurée comme par une braderie commerciale avec accès à l'alcool et à la drogue. Il est un roman kanak, structuré par le retour, le passé qui fait irruption dans le présent, ainsi que par la figure ambivalente du guerrier cannibale. La fête kanak, cette fois, pourtant, est figurée par la réunion joyeuse du grand groupe familial descendu à Nouméa pour la manif en faveur de l'indépendance. Moi, je dirais la parentèle innocentée. Mais ce roman est aussi une œuvre très littéraire. Il joue avec des genres divers, romans d'amour, policiers, psychologiques, contes kanak, contes de fées, parodies, rappelant le roman postmoderne d'un Salman Rushdie. On y retrouve des thèmes et figures d'autres textes de Dewey, mais aussi l'étrange, the uncanny de Freud ou de Hoffman, l'hérédité de Zola, les figures féminines doubles ou ambiguës de Marie Scondé, y compris la sorcière et la femme cannibale. Les mutismes de Pitaua Pu. Probablement aussi la jouissance d'Irigaray et l'abjection de Kristeva. Casanova, Don Juan, Faust, Barbe Bleue, Dr. Jekyll et Mr. Hyde laissent leur marque sur le personnage du vieux Tom, qui ouvre lui-même un débat plus ossianien sur la virilité, voire l'hypermasculinité, qui constituerait le mana. Avant tout, et selon Dewey elle-même, l'épave est une tentative de remédier à une image trop clean de la société kanak, une fausse image idéalisée pour touristes qui recherchent le bon sauvage. L'écrivaine cherche, tout comme la femme politique, à dire le vrai. Cette fois, des femmes kanak face au pouvoir ancestral des hommes, dans un manuscrit qu'elle avait caché dans un carton sous son lit, avant de nous le confier. Et il me semble que nous ne pouvions que l'accompagner humblement, tout en saluant son grand courage, son féroce quête de vérité. Merci.